Personne ne lui avait jamais rien donné, pas sans contrepartie, pas sans humiliation, pas sans regard lourd de jugement. Alors quand l'argent est arrivé, elle n'a pas posé de questions. Dans le quartier, tout le monde connaissait Aïssata, pas parce qu'elle était célèbre, mais parce qu'elle survivait. Elle se levait avant le soleil, balayait devant la petite boutique où elle vendait du pain, du sucre, parfois quelques sachets de riz. Le soir, elle rentrait avec les pieds en feu, le dos cassé, les mains vides, toujours vides. Sa mère disait souvent « La pauvreté n'est pas une honte, mais elle fatigue l'âme. » Et l'âme d'Aïssata était épuisée. Le jour où tout a changé, il faisait lourd. Un de ces jours où l'air colle à la peau, où même respirer demande un effort. Elle était assise sur un banc de bois devant la boutique, comptant les pièces une par une. Il manquait encore. Toujours. C'est à ce moment-là que le téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Elle a hésité, puis répondu. « Allô ?» Silence. Puis une voix calme, trop calme. « Aïssata, nous pouvons t'aider. » Son cœur a raté un battement. Qui est à l'appareil? Un léger rire. Pas moqueur, pas amical. Un rire neutre. Quelqu'un qui sait que tu mérites mieux que cette vie. Elle a regardé autour d'elle, le quartier, la poussière, les enfants pieds nus, sa réalité. Je ne comprends pas. Tu comprendras bientôt. Regarde ton téléphone. Un message est arrivé. Un montant. Aïssata a cru à une erreur. Elle a cligné des yeux, repris le téléphone. Le montant était toujours là. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois. Ses mains ont commencé à trembler. « C'est une blague ?» a-t-elle murmuré. « Non. » « Pourquoi moi ?» Un silence. Puis la phrase qui a tout scellé. « Parce que tu as appris à accepter trop peu. » L'argent est arrivé sur son compte avant qu'elle ne raccroche. Réel, froid, irréfutable. Aïssata s'est levée brusquement. Ses jambes étaient molles. Elle est rentrée chez elle en courant, le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle a verrouillé la porte, s'est assise sur le sol, a fixé l'écran. Ce n'était pas un rêve. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, une pensée revenait. Et s'il demandait quelque chose? Mais une autre pensée écrasait la première. Et si c'était enfin ma chance? Au matin, elle est sortie acheter du riz, du vrai, pas celui qu'on mélange avec de l'eau pour tromper la faim. Elle a acheté de la viande, des fruits, des choses qu'elle n'avait pas touchées depuis des années. Les gens ont remarqué. « Aïssata, tu as gagné à la loterie? Tu travailles pour quelqu'un maintenant ?» Elle souriait, un sourire nerveux, un sourire qui cache une peur qu'on ne veut pas nommer. Le deuxième message est arrivé 3 jours plus tard. « Tu t'adaptes vite. » Puis un autre transfert, encore plus élevé. Aïssata a senti quelque chose changer en elle. La peur reculait, la gratitude grandissait. Elle n'avait toujours rien fait. Pas de rendez-vous, pas de demande, pas de contrat. Juste de l'argent. Sa mère l'a regardée longuement ce soir-là. « Ma fille, d'où vient cet argent ?» Aïssata a hésité. Puis elle a menti. « Un travail en ligne. » Sa mère n'a rien dit, mais ses yeux se sont assombris. L'argent facile a toujours des jambes. Un jour, il se lève et il part. Aïssata a haussé les épaules. Elle ne voulait plus écouter les vieilles vérités. Elles avaient été trop chères jusque-là. Une semaine plus tard, le message a changé de ton. « Il est temps que tu me rendes un petit service. » Son cœur a serré. Elle a tapé, effacé, retapé. Quel genre de service? La réponse est arrivée immédiatement. Rien de dangereux, rien d'illégal, juste être présente. Être présente. Ces mots ont résonné bizarrement. « Présente où ?» a-t-elle écrit. La réponse a mis du temps. Puis, quand je te dirai où. Aïssata a posé le téléphone. Pour la première fois depuis le début, elle a eu froid. Elle s'est regardée dans le miroir. Ses vêtements étaient nouveaux, son visage plus reposé, ses yeux différents. Quelque chose en elle savait, mais elle a repoussé cette voix, parce que la faim est une voix plus forte, parce que la pauvreté rend sourd aux avertissements. Et surtout, parce qu'elle ne savait toujours pas qui lui donnait cet argent. Ce qu'Aïssata ignorait encore, c'est que l'argent n'était pas un cadeau, c'était une invitation. Et que dans certaines invitations, refuser n'est plus une option. Le message est arrivé à l'aube. Pas avec un bruit,
Pas avec une alerte insistante, juste une vibration courte, précise, calculée. Aïssata était déjà réveillée. Depuis quelques jours, elle dormait mal. Son corps se reposait, mais son esprit restait en alerte, comme si quelque chose l'observait dans l'ombre. Elle a pris le téléphone. « Prépare-toi ce soir. Habille-toi simplement. Ne parle à personne de cette rencontre. » Son cœur a commencé à battre plus vite. « Quelle rencontre ?» a-t-elle écrit. La réponse n'est pas venue tout de suite. Ce silence était plus lourd que n'importe quelle menace. Toute la journée, elle a essayé de vivre normalement. Elle a souri aux voisins, servi les clients, aidé sa mère. Mais son esprit n'était plus là. Chaque bruit derrière elle la faisait se retourner. Chaque moto qui passait trop lentement faisait démonter son estomac. Le soir est arrivé trop vite. À 19h exactement, un autre message. « Sors maintenant ». Pas de bonsoir, pas d'explication. Aïssata a hésité. Juste une seconde. Puis elle a pensé à l'argent, à la nourriture, à la vie qui avait enfin commencé à changer. Elle a pris son sac, a embrassé sa mère sur le front. « Je reviens vite ». Sa mère l'a regardé partir sans parler. Les mères savent souvent avant les filles. La voiture l'attendait au bout de la rue. Noire, vitres teintées, moteur déjà allumé. Le chauffeur n'a rien dit. Il a juste ouvert la portière arrière. Aïssata est montée. L'odeur du cuir neuf, mêlée à un parfum qu'elle ne connaissait pas, lui a donné le vertige. La voiture a démarré. Elle a essayé de regarder par la fenêtre, mais plus ils avançaient, plus les rues devenaient inconnues. Les lumières se faisaient rares, les maisons disparaissaient. Son téléphone a vibré. « Respire. Tout va bien se passer tant que tu fais exactement ce qu'on te demande. »« Qui êtes-vous » a-t-elle enfin écrit, les mains moites. La réponse est arrivée lentement. Quelqu'un qui observe depuis longtemps. La voiture s'est arrêtée devant une grande maison. Trop grande pour ce quartier. Trop silencieuse. Trop propre. Deux hommes se tenaient devant le portail. Ils n'avaient pas l'air violents, mais ils n'avaient pas l'air humains non plus. Pas de sourire, pas de curiosité, juste l'habitude. À l'intérieur, la lumière était tamisée. Des tableaux, des tapis épais, des objets coûteux partout. Aïssata avait l'impression d'entrer dans un monde qui n'était pas fait pour elle. Puis elle l'a vu. L'homme, assis calmement, bien habillé, regard tranquille. Pas vieux, pas jeune, dangereusement ordinaire. « Aïssata », a-t-il dit doucement, « tu es exactement comme je t'imaginais. » Elle a senti ses jambes trembler. « Pourquoi moi » a-t-elle répété, presque suppliant. Il a souri. « Parce que tu sais te taire, parce que tu sais accepter, et parce que tu n'as jamais eu le luxe de dire non. » Ces mots ont frappé plus fort qu'une gifle. Il lui a fait signe de s'asseoir. Elle a obéi. « L'argent que tu as reçu n'était qu'un test, » a-t-il dit, « et tu l'as passé. » Un test pourquoi ? Il a croisé les mains. Pour voir si tu comprenais une chose essentielle. Dans ce monde, celui qui donne, décide. Aïssata a voulu répondre, mais aucun son n'est sorti. « Ne t'inquiète pas, » a-t-il ajouté. « Je ne te demande rien d'illégal, rien que tu ne fais déjà chaque jour. » Quoi alors ? Il s'est penché légèrement vers elle. « Être vu avec moi. Être là quand je le décide. Sourire quand il le faut. » Son estomac démontait. « Et si je refuse ?» Le silence est tombé. Puis il a parlé, calmement. « Alors l'argent s'arrête, et la vie que tu as commencée, aussi. » Il n'a pas menacé, il a constaté. Aïssata a pensé à sa mère, à la faim, aux nuits sans sommeil. « Je n'ai rien à perdre », a-t-elle murmuré. Il a souri plus largement. « C'est exactement pour ça que tu avais tout à gagner. » Quand elle est rentrée chez elle cette nuit-là, ses vêtements sentaient un parfum qui n'était pas le sien. Elle s'est lavée longtemps, très longtemps, mais l'odeuse restait dans sa tête. À partir de ce jour, sa vie a changé de rythme. Des sorties, des vêtements,
des lieux qu'elle n'aurait jamais imaginés. Les gens la regardaient autrement, avec envie, avec suspicion, mais personne ne savait. Personne, sauf elle. Et chaque nuit, avant de dormir, une question revenait. À quel moment l'argent cesse d'être un cadeau et devient une chaîne? Au début, Aïssata se répétait que ce n'était qu'une phase, une transition, un passage obligé avant une vie meilleure. C'est ce que l'argent lui murmurait chaque fois qu'elle hésitait. Les invitations sont devenues régulières, toujours propres, toujours élégantes, toujours enveloppées de politesse, mais jamais négociables. Un message arrivait, une heure, un lieu, et Aïssata s'exécutait. Les lieux changeaient, mais l'atmosphère restait la même. Des maisons silencieuses, des salons trop vastes, des regards qui ne la regardaient jamais complètement. Elle était là, présente, mais jamais vraiment incluse. Elle souriait, s'asseyait, se taisait, et à chaque fois, l'argent suivait. Les gens autour d'elle ont commencé à parler. « Tu as changé, tu deviens distante, on ne te voit plus. » Elle répondait vaguement. Elle avait appris à ne plus expliquer. Mais au fond d'elle, quelque chose s'effritait. Un soir, alors qu'elle se préparait devant le miroir, elle s'est arrêtée net. Elle ne reconnaissait plus la femme en face d'elle. Les vêtements étaient beaux, les cheveux bien coiffés, la peau soignée, mais le regard semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui observait sans vivre. Cette nuit-là, la rencontre était différente. Plus de monde, plus de bruit, des hommes importants, des femmes silencieuses. On parlait affaires, contrats, décisions. Aïssata comprenait peu, mais elle comprenait une chose, sa présence n'était pas anodine. Un homme la regardait trop longtemps, pas avec désir, avec évaluation, comme on observe un objet dont on n'est pas sûr de l'utilité. « C'est elle » a-t-il demandé. L'homme qui l'avait aidé a hoché la tête. Oui, elle est fiable. Fiable. Ce mot a résonné comme une condamnation. Plus tard, seule sur un balcon, Aïssata a senti une main sur son bras. Elle s'est retournée. C'était l'homme aux yeux froids. « Tu sais pourquoi tu es ici, n'est-ce pas ?» Elle a voulu répondre, mais sa gorge s'est serrée. « Parce que tu ne fais pas de bruit, » a-t-il continué. « Parce que tu sais accepter ce qu'on te donne. Parce que tu comprends ta place. » Sa place. Ces deux mots ont fendu quelque chose en elle. Cette nuit-là, l'argent est arrivé plus tard que d'habitude. Mais quand il est arrivé, le montant était le plus élevé jusqu'ici. Aïssata a regardé l'écran longtemps. Elle n'a pas souri. Le lendemain, sa mère l'a attendue. Assise, droite, silencieuse. « Ma fille », a-t-elle dit calmement. « Il y a de l'argent qui salit les mains même quand on ne les touche pas. » Aïssata a baissé les yeux. « Tu crois que je ne vois pas ? Tu crois que je ne sens pas le poids que tu portes ?» Aïssata a voulu parler. Pour la première fois depuis longtemps, elle a voulu se défendre. Mais aucun mot n'est sorti. Cette nuit-là, elle a rêvé. Elle marchait dans un champ immense. L'argent tombait du ciel comme de la pluie. Au début, elle riait, elle courait, elle ramassait. Puis, l'argent devenait lourd, coupant, brûlant. Elle essayait de lâcher, mais ses mains étaient collées. Elle criait. Personne ne l'entendait. Le message est arrivé le lendemain. « Ce soir, tu restes plus longtemps. » Elle a regardé le téléphone. Pour la première fois, elle n'a pas répondu immédiatement. Son cœur battait trop fort. Quand elle est arrivée, la maison était presque vide. L'homme était seul. Il l'a regardée longtemps. « Tu as l'air fatigué. »« Je le suis. » Il a souri. La fatigue est le prix du confort. Puis il s'est approché, pas trop près, juste assez. « Tu n'as jamais demandé ce que je faisais ?» a-t-il dit. « Je n'ai jamais voulu savoir » a-t-elle murmuré. Il a hoché la tête. « C'est pour ça que tu es encore là. » Il lui a tendu un verre. Elle ne l'a pas pris. « Qu'est-ce que vous voulez vraiment de moi ?» Il a marqué une pause, une vraie pause. « Que tu comprennes une chose » a-t-il dit doucement. « L'argent ne t'a jamais choisi pour te sauver. Il t'a choisi parce que tu étais disponible. » Disponible. Ce mot a été le coup final. Aïssata a senti ses jambes faiblir. Elle s'est assise. « Et maintenant ?» Il a souri, sans joie. « Maintenant, tu sais. » Cette nuit-là, elle est rentrée chez elle plus tard que jamais.
Elle s'est assise sur le sol, le dos contre le mur, et pour la première fois depuis que l'argent était entré dans sa vie, elle a pleuré. Pas doucement, pas discrètement. Elle a pleuré comme on pleure quand on comprend trop tard, parce qu'elle voyait enfin la vérité. L'argent ne l'avait pas libérée. Il l'avait redéfinie. Après cette nuit-là, Aïssata n'a plus jamais regardé l'argent de la même façon. Avant, il brillait. Maintenant, il pesait. Chaque transfert arrivait comme une pierre qu'on ajoute sur la poitrine de quelqu'un qui essaie encore de respirer. Les messages ont changé de ton. Ils étaient plus courts, plus directs, moins polis. Sois prête à 20h, tenue sombre, pas de retard. Il n'y avait plus de « s'il t'appelait », plus d'illusion de choix. Aïssata obéissait, pas parce qu'elle voulait, mais parce qu'elle savait ce que refuser signifiait désormais. Les lieux étaient devenus plus secrets, des maisons sans voisins, des salles fermées, des discussions qu'elle n'était pas censée entendre, mais qu'elle entendait quand même. On parlait de terrain, de signatures, de personnes absentes qui semblaient soudain poser problème. Et toujours, elle était là, présente, silencieuse. Un soir, elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Une dispute. Pas violente, pire. Calme, froide, calculée. Un homme plus jeune faisait face à celui qui contrôlait sa vie. « Tu avais promis », a dit le jeune homme. « Les promesses dépendent des circonstances », a répondu l'autre. Aïssata a senti un frisson, parce qu'elle comprenait enfin une chose. Les mots n'avaient aucune valeur ici. Plus tard, dans la voiture, elle a demandé d'une voix presque inaudible « Est-ce que je peux arrêter ?» Le chauffeur a gardé les yeux sur la route. Personne n'arrête. Certains disparaissent, d'autres restent. Il n'a rien ajouté. Il n'en avait pas besoin. Chez elle, sa mère l'attendait encore une fois. Mais cette fois, il y avait de la colère dans ses yeux. Ils sont venus demander après toi. Aïssata a senti le sol se dérober. Qui ? Des hommes bien habillés, trop polis, trop calmes. Sa mère a serré ses mains. Ma fille, quand les puissants commencent à te chercher, ce n'est jamais pour ton bien. Aïssata a voulu nier, mais le mensonge refusait de sortir. Cette nuit-là, elle a fait un choix, un petit choix, presque invisible. Elle a répondu plus tard que d'habitude à un message. Juste 1 heure, puis 2. Rien de dramatique, mais suffisant. La réaction a été immédiate. Tu oublies ta place. Ces mots l'ont glacée. Puis un autre message. N'oublie pas ce que tu dois à cet argent. Elle a senti quelque chose se briser. Pas la peur, la dignité. Les jours suivants, tout est allé très vite. Les invitations se sont multipliées, les regards sont devenus plus lourds, les sourires plus faux. Elle n'était plus seulement présente, elle était utilisée. Comme un symbole, comme une preuve, comme un message silencieux envoyé à d'autres. Un soir, l'homme lui a parlé sans détour. « Tu sais ce que tu représentes ?» Elle a secoué la tête. « Tu représentes ce qui arrive à ceux qui acceptent sans poser de questions. » Il n'y avait pas de menace dans sa voix, juste une vérité nue. Aïssata est rentrée chez elle en titubant. Elle s'est regardée dans le miroir. Elle a murmuré « Je ne veux plus de cette vie ». Mais le miroir ne lui a rien répondu. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle a réfléchi. À l'argent, à sa mère, à ce qu'elle avait perdu, à ce qu'elle allait perdre si elle restait, à ce qu'elle risquait si elle partait. Au matin, un dernier message. « Ce soir est important ». Aïssata a regardé le téléphone longtemps, puis l'a posé. Pour la première fois, elle n'a pas répondu. Elle est sortie de la maison, sans sac, sans maquillage, sans plan, juste avec une décision fragile mais réelle. Elle savait une chose. Quoi qu'elle fasse maintenant, le prix serait élevé. Mais continuer à se taire lui coûterait tout ce qui lui restait. Aïssata a marché longtemps, sans destination, sans argent dans les poches, sans téléphone allumé. Juste ses pas sur la terre rouge et ce silence lourd qui accompagne les décisions irréversibles. Pour la première fois depuis des mois, personne ne l'appelait. Personne ne l'attendait. Ce calme n'était pas rassurant, il était terrifiant. Elle savait qu'il remarquerait son absence, pas immédiatement, mais assez vite. Et quand il la remarquerait, il comprendrait une chose, elle avait cessé d'obéir. Le soir est tombé. Aïssata s'est réfugiée chez une tante éloignée, dans un quartier où personne ne la connaissait vraiment. Une maison simple, un sol dur, une lumière faible, mais une porte fermée de l'intérieur. Sa tante l'a regardée longuement. « Tu as l'air d'une femme qui revient de loin. » Aïssata n'a pas répondu. Elle s'est assise.
Et pour la première fois depuis très longtemps, elle s'est endormie sans parfum étranger sur la peau. Le lendemain, le téléphone s'est rallumé. Dizaines de messages. Pas de colère, pas de cris. Juste des phrases froides. Tu fais une erreur. Tu sais ce que tu perds. On peut encore arranger les choses. Aïssata a lu sans répondre. Chaque message était une chaîne qu'on essayait de rattacher. Puis, le ton a changé. Tu nous dois. Tu n'existes pas sans ce que nous t'avons donné. Ces mots l'ont fait trembler. Mais quelque chose en elle avait changé. Avant, elle aurait pleuré, elle aurait expliqué, elle aurait supplié. Cette fois, elle a simplement éteint le téléphone. Les jours suivants ont été durs, très durs. Il n'y avait plus d'argent facile, plus de vêtements neufs, plus de voitures noires. Il y avait la faim qui revenait, la honte, les regards. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, un poids en moins sur la poitrine. Sa mère l'a retrouvée une semaine plus tard. Elles se sont regardées longtemps, sans reproche, sans question. Puis sa mère l'a serrée dans ses bras, fort. « Tu es revenu », a-t-elle murmuré. « Beaucoup ne reviennent jamais. » Aïssata a pleuré. Pas de douleur, de soulagement. Les rumeurs ont circulé. Dans le quartier, on parlait. Elle a perdu sa chance. Elle était folle de refuser autant d'argent. Aïssata écoutait sans répondre. Elle savait maintenant. Certaines chances sont des pièges dorés. Certaines portes, quand elles s'ouvrent trop facilement, se referment derrière toi. Un soir, elle est passée devant une grande maison. Pas celle d'avant, une autre. Mais la même odeur de pouvoir flottait dans l'air. Elle s'est arrêtée. Et elle a compris quelque chose d'essentiel. Ce monde-là ne disparaît jamais. Il cherche simplement de nouvelles personnes qui ont faim, qui sont fatiguées, qui ont appris à accepter trop peu. Aïssata a continué son chemin. Elle a recommencé à vendre, à se lever tôt, à compter les pièces. Mais quelque chose était différent. Elle ne se sentait plus invisible, ni disponible. Des mois plus tard, une jeune fille est venue la voir. « On m'a proposé de l'aider », a-t-elle dit doucement. Beaucoup d'argent. Facile. Aïssata l'a regardé droit dans les yeux. Et elle n'a pas crié, elle n'a pas dramatisé. Elle a juste dit « Demande toujours d'où vient l'argent. Et surtout, ce qu'il attend de toi quand tu n'as plus rien à donner. » La jeune fille a hésité. Puis elle est partie. Aïssata ne saura jamais si elle a écouté. Mais elle avait fait sa part. Cette nuit-là, Aïssata s'est regardée dans le miroir. Elle n'était pas riche, pas puissante, mais elle se reconnaissait. Et c'était quelque chose que l'argent n'avait jamais réussi à acheter. L'argent facile ne frappe jamais à la porte par hasard. Il choisit ceux qui ont appris à survivre en silence. Il promet de sauver, mais il commence toujours par redéfinir. Et quand tu comprends enfin qui te le donnait vraiment, il est souvent trop tard pour partir sans perdre quelque chose. Aïssata a perdu le confort. Elle a perdu les illusions. Mais elle a sauvé une chose rare, la possibilité de se regarder sans détour.